Les lumières fluorescentes des urgences bourdonnaient encore au-dessus de ma tête quand j'ai pris mon téléphone à 2 heures du matin et que je l'ai vu. La publication Facebook de ma sœur. Un selfie, grand sourire, un verre de vin, béni. La légende disait, enfin, une journée sans la reine du drame. 47 mentions, j'aime, 3 emojis rire provenant du compte de ma mère. J'étais allongé sur un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras parce que je m'étais effondré au milieu de mon service. L'hôpital a appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. Mais il s'avère que cette publication était la moindre des choses que ma famille faisait dans mon dos. Car pendant que je travaillais en double pour leur offrir un toit, mon propre père avait volé mon identité et celle de ma fille de 7 ans pour nourrir une dette dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et ils étaient à 2 semaines de me faire déclarer légalement inapte pour prendre tout ce que je possédais. Ce que j'ai fait ensuite a commencé par un appel téléphonique. Et à la fin du mois, c'était eux qui n'avaient plus de toit. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez réellement concerné par cette histoire. Et si vous voulez, indiquez votre localisation et votre heure locale dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Donna. J'ai 33 ans. Je suis infirmière de nuit et mère célibataire d'une petite Lily de 7 ans. Et voici ce qui est arrivé quand j'ai cessé d'être la personne dont tout le monde pouvait profiter. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi soir d'octobre, la nuit où mon corps a finalement lâché. Le couloir du Ridgemont County Hospital sentait la cire pour Sol et le café rassis. J'en étais à 14 heures d'un service qui ne devait durer que 10 heures. Carla, l'autre infirmière de nuit, avait prévenu qu'elle ne viendrait pas à cause de la grippe, alors je suis resté. Je restais toujours. Mes mains avaient commencé à trembler vers la 11e heure. Pas le genre de tremblement que l'on remarque, le genre que l'on dissimule. Vous posez vos paumes à plat contre le chariot à médicaments. Vous serrez le stylo un peu plus fort. Vous respirez à travers le tremblement et vous notez le dossier d'un patient de plus. À la 13e heure, les lumières fluorescentes avaient un halo autour d'elles. Ma vision se brouillait sur les bords. Je me suis dit que c'était juste l'éclairage. À la 14e heure, je marchais dans le couloir et vers le poste de soins avec une pile de formulaires d'admission. Mes genoux ont flanché en premier, puis le sol est arrivé vite. Je ne me souviens pas avoir touché le sol. Je me souviens du bruit, des formulaires qui s'éparpillent, d'une chaussure qui crisse sur le carrelage, de quelqu'un qui crie mon nom, puis des dalles du plafond en les comptant, 1, 2, 3. Le masque à oxygène. Déshydratation sévère, effondrement dû à une fatigue chronique. C'est ce que le médecin des urgences a écrit sur mon dossier. Il voulait me garder pour la nuit pour observation et réhydratation. Je n'ai pas discuté, je ne pouvais pas. Allongé dans ce lit, je fixais mon téléphone. Le protocole de contact d'urgence de l'hôpital avait déjà été enclenché. Ils avaient appelé mon père, Gerald Paxton. Aucune réponse. Ils avaient appelé ma mère, Patricia. Messagerie vocale. J'ai pensé à Lily, endormie à la maison. Ma mère était censée la garder. Elle le faisait habituellement pendant mes services de nuit, mais personne ne m'avait rappelé pour confirmer quoi que ce soit. J'ai attrapé mon téléphone pour envoyer un SMS à ma mère. C'est là que j'ai vu la notification Facebook. Danielle Marie Paxton, ma sœur cadette, 28 ans. La publication était horodatée 40 minutes après que l'hôpital ait appelé nos parents. La photo était un selfie. Danielle sur le canapé du salon, mon canapé dans ma maison, tenant un verre de vin rouge. Grand sourire. Pas besoin de filtre quand on est si satisfaite de soi-même. La légende disait, enfin, une journée sans la reine du drame. 47 mentions, j'aime. J'ai fait défiler les noms. Des noms que je reconnaissais. Karen du groupe de prière de l'église. Mike qui gérait la quincaillerie. Janine, la partenaire de marche de ma mère. Des gens de Ridgemont, des gens qui me connaissaient. Un commentaire ressortait. Brenda Hollisté, qui vivait à 2 rues de là, est-elle encore en train de faire du drame? La réponse de Daniel, tu n'as aucune idée. J'ai continué à faire défiler. 3 réactions de visages hilars en haut. J'ai cliqué pour voir qui. Le 3e était ma mère, Patricia Paxton. Un emoji rire alors que sa fille aînée était allongée seule dans un lit d'hôpital.
J'ai posé le téléphone face contre terre sur la fine couverture de l'hôpital. Je n'ai pas pleuré. J'ai encore regardé les dalles du plafond. Ce n'était pas nouveau. C'est la partie qui pesait le plus lourd. Chaque fois que je tombais malade, chaque fois que je demandais de l'aide, chaque fois que mon corps montrait le moindre signe de faiblesse sous le poids que je portais, le mot était toujours le même, dramatique. La première fois que je me suis effondré il y a 2 ans, mon père n'est même pas monté à l'étage. Il l'a dit depuis l'entrée de la cuisine, les infirmières ne s'effondrent pas. Tu veux juste attirer l'attention. J'ai repris le téléphone et fait une capture d'écran de la publication. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, peut-être. Ou peut-être qu'une partie de moi savait déjà que j'en aurais besoin. Mais cette publication Facebook, ce n'était que la blessure que je pouvais voir. Les vrais dégâts étaient dans des endroits où je n'avais pas encore pensé à regarder. Ils m'ont autorisé à sortir le lendemain matin à 7h15. J'ai conduit moi-même jusqu'à la maison. 30 minutes sur la route 9 avec la fenêtre entrouverte parce que le chauffage de la voiture me donnait le vertige. L'air d'octobre était vif et humide et il me maintenait debout. Je me suis garé dans l'allée du 412 Maple Lane, la maison que ma grand-mère Hélène m'a léguée à son décès il y a 12 ans. Un pavillon de 3 chambres avec une boîte aux lettres penchée et un porche qui avait besoin d'être repeint. L'acte de propriété déposé au bureau de l'enregistrement du comté portait un seul nom, Donna Marie Paxton, propriétaire unique, pleine propriété. J'ai franchi la porte d'entrée. Gérald était assis dans le fauteuil inclinable à regarder une émission de variété matinale. Il a levé les yeux, puis a regardé à nouveau l'écran. Tu as l'air en forme. Ne fais pas toute une histoire avec ça. Dans la cuisine, ma mère était devant la cuisinière en train de remuer du porridge. Elle ne s'est pas retournée. Il y a du café si tu en veux. Daniel était sur le canapé en train de scroller sur son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux. Je suis resté dans le couloir de ma propre maison et j'ai attendu. 3 secondes, 5. Personne n'a demandé. Personne n'a dit « Est-ce que ça va ?» Personne n'a rien dit. Je suis monté à l'étage. Lily était assise sur son lit déjà habillée pour l'école, son sac à dos sur le dos. Elle m'a entouré de ses bras. Maman, grand-père a dit que tu étais juste fatigué. Je vais bien, mon cœur, ai-je dit. Laisse-moi me changer et je t'emmène. Je l'ai serrée longtemps contre moi. Puis je l'ai assise et j'ai regardé autour de la chambre. Sa petite chambre dans la maison que ma grand-mère m'avait donnée. La maison où ma famille vivait sans payer de loyer parce que je croyais que c'était ça, la famille. Debout dans ce couloir, je me sentais comme une invitée chez moi. Sur la table de la cuisine, j'avais remarqué une enveloppe blanche. Adresse de retour, le tribunal du comté. Elle était adressée à Gérald Paxton. Je ne l'ai pas ouverte. Ce n'était pas mon courrier, mais je m'en suis souvenu. Je ne savais pas ce que contenait cette enveloppe, pas encore, mais je finirais par le savoir. Et quand je l'ai su, cela a tout changé. Une semaine plus tard, j'étais de retour au travail. Horaire réduit. L'infirmière en chef a insisté. Mon corps récupérait. Mon esprit, non. Le service de facturation de l'hôpital avait besoin d'informations financières mises à jour pour mon passage aux urgences. Vérification de l'assurance, option de plan de paiement, la paperasse habituelle. La coordinatrice de facturation, une femme nommée Janet, a suggéré que je vérifie mon rapport de crédit pour m'assurer que tout était à jour. Juste au cas où il y aurait des privilèges ou des problèmes avec vos demandes d'assurance, a-t-elle dit. Je n'avais jamais vérifié mon rapport de crédit, pas une seule fois en 33 ans. Je n'avais pas de dette de carte de crédit. Je n'avais pas de prêt automobile. Je possédais ma maison sans crédit. Il n'y avait rien à vérifier. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ce soir-là, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital avec mon ordinateur portable en équilibre sur le volant. Je suis allé sur annualcreditreport.com et j'ai tiré les rapports des 3 agences. Le chiffre m'a frappé en premier, score de crédit 520. Ce n'était pas possible. Je n'avais aucune dette. Je payais mes factures à temps. Je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Puis je les ai vus. 3 comptes de cartes de crédit que je n'avais jamais ouverts. Un avec un solde de $22 000. Un avec $14 500.
Un avec 10 500 $. Total 47 000 $. Tous ouverts au cours des 3 dernières années. Paiement minimum effectué pendant quelques mois sur chacun, puis rien. Impayé. Envoyé au recouvrement. Mes mains tremblaient à nouveau. Pas à cause de la fatigue cette fois. J'ai appelé le numéro indiqué pour la First Union Bank. Un homme nommé Russell Brigg a répondu, analyste de crédit principal à la branche de Ridgemont. J'ai vérifié mon identité, date de naissance, les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale, nom de jeune fille de ma mère. L'adresse de facturation sur les 3 est votre adresse personnelle. Je savais de qui était cette écriture avant même d'avoir ouvert la pièce jointe. Russell m'a envoyé les demandes scannées par email cette nuit-là. Je les ai ouvertes assises sur le parking d'un McDonald's parce que je ne voulais pas être à la maison quand je regarderais. La signature sur la première demande penchait fortement vers la droite. Le P majuscule de Paxton avait cette petite boucle en haut, une habitude que mon père n'a jamais perdue. Je l'avais regardé signer des cartes d'anniversaire, des autorisations scolaires et des enveloppes de dons à l'église de cette même main pendant 30 ans. Gerald Raymond Paxton. Il n'avait même pas essayé d'imiter mon écriture. Il avait juste signé son nom sur ma vie et supposé que je ne regarderais jamais. Je suis resté assis sur ce parking pendant 10 minutes. Moteur éteint, écran brillant dans le noir. 47 000 $. C'était presque 2 ans de mon salaire net après impôt. De l'argent que je n'avais jamais emprunté. De l'argent que je n'avais jamais dépensé. De l'argent qui détruisait maintenant mon score de crédit pendant que je travaillais en double pour payer les factures d'une maison que ma famille traitait comme la leur. J'ai repensé au passé. Gerald a perdu son travail de plombier il y a 6 ans. Il a dit que son dos avait lâché, a demandé une invalidité, mais a été refusé. Il était à la maison toute la journée après ça. Je le voyais sur l'ordinateur tard le soir. Je pensais qu'il lisait les nouvelles, regardait YouTube, ce que faisaient les pères à la retraite. Maintenant, je comprenais ce que signifiaient ces fins de soirée. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Maggie Colton. Nous avions été colocataires en 3e année à l'Université d'État de l'Ohio avant qu'elle ne fasse ses études de droit et moi d'infirmière. Elle pratiquait le droit immobilier à Grove City, à 30 minutes à l'est. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques mois. Je n'ai pas perdu de temps en bavardage. Maggie, j'ai besoin d'aide. Je pense que mon père a volé mon identité. Elle est restée silencieuse pendant 2 secondes. Puis, ne l'affronte pas. N'en parle pas, viens à mon bureau demain matin. Apporte tout. Avant de raccrocher, elle a ajouté une chose, Donna, vérifie aussi le crédit de ta fille. Je me suis figé. Cette nuit-là, j'ai attendu que Lily soit endormie. J'ai bordé la couverture autour de ses épaules, fermé sa porte à moitié comme elle aimait, et je suis allé dans ma chambre. Vérifier le crédit d'un mineur n'est pas comme tirer son propre rapport. Vous devez contacter chaque agence directement, Equifax, Experian, TransUnion, avec le numéro de sécurité sociale de l'enfant, une copie de son acte de naissance et votre pièce d'identité en tant que parent. J'ai commencé le processus en ligne. Une agence a donné un résultat dans l'heure. Une carte de crédit ouverte il y a 6 mois au nom de Lily Marie Paxton. Solde 1200 $. J'ai fermé l'ordinateur lentement. Je l'ai posé sur la table de chevet et j'ai fixé la porte de Lily dans le couloir. Elle avait 7 ans. Elle savait à peine écrire son propre nom en cursive. Et quelqu'un avait utilisé son numéro de sécurité sociale, un numéro que je gardais dans une boîte à dossiers verrouillée dans mon placard, pour ouvrir une ligne de crédit. Je me suis levé et suis allé au placard. La boîte était là. La serrure était intacte, mais quand je l'ai ouverte, j'ai remarqué des manques. Mon acte de naissance original avait disparu. Ma vieille carte de sécurité sociale avait disparu. La carte de sécurité sociale de Lily était toujours là, mais quelqu'un avait manipulé le dossier récemment. Les papiers étaient en désordre. Vous pouvez profiter de moi. Vous pouvez me traiter de dramatique. Vous pouvez rire de moi sur Internet pendant que je suis allongé aux urgences. Mais vous ne touchez pas à mon enfant. C'est la limite. Il n'y a pas de seconde chance après cette limite. Je ne suis pas descendu. Je n'ai pas crié. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fait une liste. Rapport de crédit, acte de propriété,
acte de naissance de Lily, signature scannée, tout ce dont Maggie avait besoin, et cette enveloppe du tribunal du comté. Je n'avais toujours pas découvert ce qu'elle disait. Le bureau de Maggie était au-dessus d'un pressing sur Main Street à Grove City. Avocate de petite ville, bureau de petite ville. Mais la femme derrière le bureau était tout sauf petite. Elle a lu mes rapports de crédit en silence, prenant des notes dans les marges avec un stylo rouge. C'est un cas d'école de vol d'identité familiale, a-t-elle dit. Crime fédéral. Les 3 demandes ont utilisé votre numéro de sécurité sociale, votre adresse et une signature falsifiée. J. Lui ai tendu mon téléphone avec la photo que j'avais prise de l'enveloppe du tribunal sur la table de cuisine de Gérald. Elle a étudié l'adresse de retour. Vous ne l'avez pas ouverte? Ce n'est pas mon courrier. Intelligent. Elle s'est tournée vers son ordinateur et a ouvert le dossier public du tribunal du comté, a tapé mon nom, a fait défiler, s'est arrêtée. J'ai vu son visage changer. Pas de façon dramatique. Maggie n'était jamais dramatique, mais sa mâchoire s'est crispée d'une fraction. Donna. Elle a tourné l'écran vers moi. Ton père a déposé une demande de mise sous tutelle pour toi il y a 2 semaines. J'ai lu l'écran. Demande de mise sous tutelle de Donna Marie Paxton. Déposée par Gerald R. Paxton. La raison déclarée, la défendresse a un historique documenté d'épisodes médicaux compatibles avec une diminution des capacités mentales. Dans la section pour les témoins de soutien, un nom, Daniel Paxton. La demande a été déposée 3 jours après ma dernière hospitalisation. 3 jours. Ils attendaient que je m'effondre pour avoir de nouveaux documents. Si ça passe, a dit Maggie doucement, ton père devient ton tuteur légal. Il contrôle tes finances. Il peut vendre la maison. Ma maison. La maison que ma grand-mère m'a laissée. La maison où Gerald Paxton a vécu sans payer de loyer pendant 12 ans tout en volant mon identité et en dilapidant 47 000 $ sous mon nom. Ma propre sœur a signé une déclaration sous serment disant que j'étais mentalement inapte. La même sœur qui a posté un selfie pendant que j'étais aux urgences. Maggie m'a dit de ne pas l'affronter. Mais ce soir-là, debout dans la cuisine de ma propre maison, j'avais besoin de voir son visage quand je poserais la question, non pas pour l'exposer, juste pour savoir. Gérald se servait du café, dos à moi. La télé murmurait depuis le salon. Papa, as-tu déjà utilisé mon numéro de sécurité sociale pour quoi que ce soit? Il ne s'est pas retourné. Quel genre de question est-ce? Une question directe. Il a posé la cafetière, toujours face au comptoir. Non, pourquoi ferais-je ça? J'ai vérifié mon crédit aujourd'hui. 5 secondes de silence. Il a pris sa tasse, a pris une gorgée, s'est retourné lentement. Son visage était plat, exercé. Les rapports de crédit ont des erreurs tout le temps. Ne t'énerve pas. 3 cartes, 47 000 $. Ses yeux ont vacillé pendant une demi-seconde, puis se sont stabilisés. Je ne sais pas de quoi tu parles, et je n'apprécie pas l'accusation. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle devait écouter depuis le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Gérald a coupé avant que je puisse répondre. Elle recommence. Patricia m'a regardé avec cette expression particulière, celle qu'elle portait quand elle voulait que je me sente comme le problème. S'il te plaît, ne fais pas ça ce soir. On vient juste de dîner. J'ai regardé ma mère. Tu savais? Non. Quoi? Donna, tu me fais peur. J'ai soutenu son regard un long moment. Puis je me suis levé de table. D'accord. J'ai marché vers l'escalier. J'étais à 4 marches quand je l'ai entendu. La voix de Gérald, basse, presque un sifflement, dirigée vers Patricia, elle creuse. Il faut qu'on agisse plus vite. Il ne savait pas que je pouvais entendre. Et il ne savait pas que je savais déjà vers quoi il se dirigeait. Le lendemain matin, je préparais le déjeuner de Lily, sandwich à la dinde, tranche de pomme, brique de jus, quand mon téléphone a sonné. Daniel. J'ai répondu, allô. Sa voix était douce, préoccupée. La performance avait déjà commencé. J'ai entendu dire que tu étais contrarié par des histoires de crédit. Papa m'a dit. C'est vrai? Écoute, tout le monde s'inquiète pour toi après cette histoire d'hôpital.
Peut-être que tu devrais faire une pause. Vraiment parler à quelqu'un. Tu veux dire un thérapeute pour prouver que je suis instable? Ne pause. Elle a récupéré rapidement. Je veux dire quelqu'un qui peut t'aider. Dani, as-tu signé un document au tribunal du comté il y a 2 semaines? La pause cette fois a été plus longue. J'ai pu entendre sa respiration changer. C'était juste au cas où. Papa a dit que c'était pour te protéger. Me protéger de quoi? De toi-même, Donna. Tu t'es effondré au travail 2 fois en 3 ans. Tu ne peux pas continuer comme ça. J'ai fermé la boîte à déjeuner de Lily. Clic. Je me suis effondré parce que je travaille 70 heures par semaine pour offrir un toit à vous 4 dans ma maison. C'est la maison de la famille. Lis l'acte de propriété, Dani. Elle a raccroché. Lily est descendue avec son sac à dos. Qui était au téléphone? Maman, tante Dani. Est-ce qu'elle vient? Non, mon cœur. Allons à l'école. J'ai conduit Lily à l'école primaire de Ridgemont et je l'ai regardée franchir les portes. Puis je suis resté assise dans la voiture 1 minute, serrant le volant. 10 minutes plus tard, Gérald a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Sa voix était tendue, contrôlée, comme elle l'était quand il était acculé. Tu dois arrêter ce non-sens, ma fille. Je suis ton père. Tout ce que j'ai fait, c'est pour cette famille. Si tu pousses cette affaire, tu n'auras plus de famille. Et j'ai déjà dit au pasteur Avery qu'on aurait une réunion de famille dimanche pour régler ça ensemble, comme les familles font. J'ai sauvegardé le message vocal. J'allais en avoir besoin. 2 jours plus tard, j'étais de retour au bureau de Maggie. Elle avait l'acte de propriété étalé sur son bureau à côté d'une recherche de titres de propriété qu'elle avait effectuée pendant la nuit. Donna Marie Paxton, propriétaire unique, pleine propriété, a-t-elle lu à haute voix. Pas de copropriétaire, pas de privilèges sauf les comptes de crédit frauduleux, que nous ferons supprimer une fois que le rapport de vol d'identité sera traité. Pas d'hypothèque, titre clair, donc je peux vendre. Tu peux le vendre aujourd'hui si tu veux. Tu n'as besoin de la permission de personne. Ils y vivent depuis 12 ans. Peuvent-ils réclamer quelque chose? Maggie s'est adossée. Ont-ils déjà payé un loyer? Non. Y a-t-il un bail, un accord écrit ou verbal? Non, ce sont mes parents. Je les ai juste laissés rester. Alors légalement, ce sont des occupants précaires. Tu peux révoquer cette autorisation avec un préavis écrit de 30 jours. La loi de l'Ohio n'exige pas plus que ça pour des non-locataires sans bail. J'ai réfléchi à ça un instant. 12 ans de portes ouvertes et légalement, ils avaient moins de droits sur cette maison qu'un locataire au mois. Maggie m'a donné le nom d'une agente immobilière à Grove City, pas à Ridgemont, où les ragots voyageaient plus vite que le courrier. Je l'ai rencontrée l'après-midi suivant. Elle s'appelait Lynn Drapé. Elle a parcouru le 412 Maple Lane pendant que ma famille était sortie. Gérald à son jeu de cartes du mardi, Patricia à l'église, Daniel au travail. Lynn a pris des photos, mesuré les pièces et vérifié le toit depuis l'allée. Je mettrai en vente à 185, a-t-elle dit. Quartier solide, bonne structure. J'ai signé le contrat de mise en vente dans sa voiture, mais je lui ai dit d'attendre. Ne le mets pas encore sur le MLS. Quand? A-t-elle demandé. Je te le dirai quand. La maison était prête, mais j'avais besoin d'une chose de plus avant de pouvoir déménager. Le lendemain matin, j'ai déposé des rapports de vol d'identité sur identitytheft.gov. Un pour moi, un pour Lily. La FTC a attribué des numéros de dossier en quelques minutes. J'ai imprimé les confirmations et je suis allé au département de police de Ridgemont. L'officier Dal Harris était à l'accueil. La quarantaine, coupe en brosse, un visage calme qui avait probablement vu pire. J'ai posé les rapports de crédit, les demandes scannées avec l'écriture de Gérald et les numéros de confirmation de la FTC sur le comptoir. J'ai besoin de déposer un rapport pour vol d'identité, ai-je dit. La personne qui l'a fait est mon père. Il vit chez moi. Harris a regardé la paperasse, m'a regardé, a hoché la tête une fois. Asseyez-vous, madame. Cela prendra environ 1 heure. Cela a pris 1 heure et 20 minutes. Il a tout documenté, m'a donné un numéro de dossier et sa ligne directe.
Cet après-midi-là, Maggie a déposé une motion pour rejeter la demande de mise sous tutelle au tribunal du comté. Elle a joint 2 choses. Premièrement, une lettre de mon médecin personnel, le docteur Annette Roer, confirmant que mes hospitalisations étaient causées par l'épuisement physique et la déshydratation, pas par une maladie mentale, ni par une déficience cognitive, ni par une diminution des capacités. Deuxièmement, le rapport de vol d'identité établissant que Gérald avait un motif financier direct pour obtenir le contrôle de mes actifs. Le juge verra ça avant la date de l'audience, a dit Maggie. C'est solide. Cette nuit-là, j'ai écouté le message vocal de Gérald une fois de plus. Sa voix résonnait dans mes écouteurs pendant que Lily dormait dans le couloir. Si tu pousses cette affaire, tu n'auras plus de famille. Et j'ai déjà dit au pasteur Avery, on aura une réunion de famille dimanche pour régler ça ensemble, comme les familles font. Il voulait une réunion publique. Il voulait l'église derrière lui. Il voulait 25 témoins pour voir sa fille instable s'effondrer. Très bien, je lui donnerai sa réunion. D'accord, je dois faire une pause ici une seconde parce que je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser, pourquoi je n'ai pas simplement affronté mon père directement et réglé ça en privé. Et honnêtement, j'ai essayé. Vous avez entendu cette conversation dans la cuisine. Il m'a regardé dans les yeux et a menti. Ma mère a fait semblant de ne pas comprendre. Ma sœur m'a dit que j'avais besoin d'une aide professionnelle. La même sœur qui a signé un document judiciaire pour me faire déclarer inapte. Alors, laissez-moi vous demander ceci, si votre père ouvrait une carte de crédit au nom de votre fille de 7 ans, le gardez-vous en famille? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, revenons à l'histoire, parce que dimanche arrivait. Dimanche est arrivé froid et lumineux. L'église communautaire de Ridgemont se trouvait au bout d'Oakwood Drive. Bardage blanc, clocher étroit, un parking en gravier qui crissait sous chaque pneu. J'y avais été baptisé. Lily y avait été baptisée. Les funérailles de ma grand-mère Hélène s'étaient tenues au premier rang il y a 12 ans. Après le service du matin, Gérald s'est levé près de la table à café dans la salle de réception et a annoncé que la famille organisait un repas partagé. La plupart des fidèles sont restés. Il avait travaillé le terrain toute la semaine. J'ai appris ça plus tard. Appel téléphonique, conversation privée après le groupe de prière du mercredi. Nous sommes inquiets pour Donna. Elle n'est pas elle-même. Nous apprécierions votre soutien. 25 personnes ont disposé leurs chaises pliantes en un cercle lâche sur le sol en linoléum, les pieds en métal grattant le carrelage. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au même ton que celles des urgences. J'ai remarqué que le pasteur Tom Avery était assis à la tête du cercle, une Bible sur les genoux, ressemblant à un homme qui avait accepté d'arbitrer quelque chose qu'il ne comprenait pas totalement. Gérald était assis en face de lui, chemise repassée, expression sérieuse, le patriarche préoccupé. Patricia était à ses côtés, les yeux déjà rougis, un mouchoir à la main, prête. Daniel était assise à leur gauche, les bras croisés, la mâchoire serrée. Je suis entré avec Lily. Elle portait un livre de coloriage et une boîte de crayons. J'ai trouvé 2 chaises près de la porte et je me suis assise. 25 visages se sont tournés vers moi, certains avec compassion, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec ce regard particulier que les gens ont lorsqu'ils ont déjà décidé de ce qu'ils voient. Gérald s'est raclé la gorge et s'est levé. Merci à tous d'être ici. Comme certains d'entre vous le savent, Donna traverse une période difficile. Il a balayé la pièce du regard. Elle a été hospitalisée 2 fois. Elle a été soumise à beaucoup de stress. Pat et moi, nous sommes inquiets. Nous voulons nous assurer qu'elle obtienne l'aide dont elle a besoin. Patricia a essuyé ses yeux avec le mouchoir. Nous l'aimons tellement. Un murmure de sympathie a parcouru les chaises. J'ai vu des têtes hochées. Glenda Morrison, 70 ans, assise près de la fenêtre, a pressé sa main contre sa poitrine. Ted Buckley, la cinquantaine, s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. La pièce penchait en faveur de Gérald, et il le savait. Il a continué, d'une voix stable, mesurée, la voix d'un homme qui avait répété cela. Je sais que c'est difficile à entendre, mais Donna a pris des décisions irrationnelles dernièrement, accusant des membres de la famille de crime. Il a fait une pause pour laisser ce mot faire son effet, menaçant de vendre la maison familiale. Le murmure a grandi. J'en ai senti le poids. 25 personnes recalibrant qui j'étais dans leur esprit. Ted Buckley a secoué la tête lentement.
Peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle. Gérald a hoché la tête, reconnaissant, humble, parfaitement calibré. Le tribunal doit savoir que la communauté voit ce que nous voyons, qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer ses affaires, juste temporairement jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Daniel a décroisé ses bras juste assez longtemps pour s'essuyer les yeux. Son mascara n'a pas coulé. J'ai remarqué cela aussi. Je suis resté immobile. Lily coloriait à côté de moi, une maison violette avec un soleil jaune. Le bruit de son crayon sur le papier était la seule chose honnête dans cette pièce. Le pasteur Avery a bougé sur sa chaise. Il a regardé Gérald, puis moi. Quelque chose dans son expression restait indécis. Gérald, a-t-il dit prudemment. Donna a-t-elle accepté cette réunion? Gérald a écarté les mains. Elle est là, n'est-ce pas? Avery s'est tourné vers moi. Donna, aimeriez-vous dire quelque chose? J'ai levé les yeux du dessin de Lily. 25 Père Dieu, le bourdonnement des néons, l'odeur du café et du gâteau en plaques. Oui, ai-je dit. Je le voudrais. Avant que je puisse me lever, Daniel m'a coupé la parole. Vous voyez? Elle s'est tournée vers la pièce, les paumes vers le haut. Elle recommence, elle ramène tout à elle. Patricia a laissé échapper un petit sanglot, plus fort que le précédent. Je ne peux pas regarder ma fille se détruire elle-même. Gérald a vu l'élan. Il m'a tourné le dos et a fait face au cercle, sa voix descendant dans ce registre bas et stable qu'il utilisait quand il voulait passer pour la personne raisonnable. C'est exactement ce dont nous parlons. Elle ne peut pas avoir de conversation de base sans devenir conflictuelle. Nous n'essayons pas de lui faire du mal. Nous essayons d'aider. Murmure d'accord. Une femme du groupe de prière, Karen Dietrich, a tendu la main pour serrer celle de Patricia. Tu fais la bonne chose, Pat. Ted Buckley a hoché la tête à nouveau. On dirait que ça se construit depuis un moment. J'ai regardé autour de la pièce. 25 personnes qui m'avaient connu toute ma vie, qui m'avaient vu grandir dans cette église, et elles me regardaient comme on regarde quelqu'un qui sombre, avec pitié, distance et soulagement que ce ne soit pas eux. Glenda Morrison a croisé mon regard depuis la fenêtre. Son visage était plus difficile à lire. Elle ne hochait pas la tête. J'ai regardé Lily. Elle avait terminé la maison violette et commençait les fleurs, tiges vertes, pétales rouges, sa langue tirée en signe de concentration. Chaque seconde où je restais silencieuse, cela fonctionnait. La version de Gérald devenait la vérité par défaut. Le père concerné, la fille instable, la famille qui essaie juste d'aider. J'avais passé 33 ans à être silencieuse, à être facile à gérer, à être celle qui absorbe, qui s'adapte et qui ne pose aucun problème. C'était la version de moi autour de laquelle ils avaient construit ce piège. Je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai appris que la personne la plus calme dans une pièce est généralement celle qui détient la vérité. J'ai tendu la main dans mon sac et j'ai posé un dossier manie sur la table devant moi. La pièce s'est figée, pas silencieuse. On pouvait entendre le percolateur gargouiller dans le coin, le crayon de Lily sur le papier, le léger grincement d'une chaise pliante, mais chaque voix s'est arrêtée. Je suis heureuse que tout le monde soit là, ai-je dit. Parce qu'il y a quelque chose que cette communauté devrait savoir. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier document, je l'ai tenu pour que la pièce puisse voir le sceau du comté. Cette maison, la maison où ma famille vit, est la mienne. Propriétaire unique. Ma grand-mère Hélène me l'a laissé il y a 12 ans. Voici l'acte de propriété. Je l'ai posé à plat sur la table. Mon nom, seulement mon nom. La bouche de Gérald s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Mon père, ma mère et ma sœur vivent dans ma maison sans payer de loyer depuis 12 ans. J'ai sorti la page suivante. Le rapport de crédit. Les 3 agents sont surlignés en jaune où les comptes frauduleux sont apparus. 3 cartes de crédit ont été ouvertes à mon nom sans ma connaissance ou mon consentement. Dette totale, 47 000 $. J'ai posé les demandes scannées à côté du rapport. Les signatures sur ces demandes sont de l'écriture de mon père. Un son a parcouru la pièce. Pas exactement un souffle, mais l'inspiration collective de 25 personnes recalibrant ce qu'elles pensaient savoir. Gérald s'est levé. C'est un mensonge. La banque l'a confirmé, ai-je dit.
J'ai un numéro de dossier de la FTC et un rapport de police déposé auprès du service de police de Ridgemont. J'ai plongé la main dans le dossier une dernière fois. Et il y a 6 mois, quelqu'un a ouvert une carte de crédit au nom de ma fille de 7 ans. $1200. La main de Glenda Morrison est allée à sa bouche. Le pasteur Avery s'est tourné lentement et a regardé Gérald. La pièce avait basculé. Je pouvais le sentir comme la pression atmosphérique qui baisse avant une tempête. Les gens qui penchaient vers Gérald étaient maintenant assis bien droit. Karen Dietrich avait retiré sa main de celle de Patricia. Je n'avais pas fini. Mais ce n'est pas tout ce que mon père a fait. J'ai gardé ma voix égale, aucun tremblement, aucune colère, juste des faits. 2 semaines après ma dernière hospitalisation, il a déposé une requête au tribunal du comté pour me faire déclarer légalement incompétente. J'ai posé la copie imprimée de l'entrée au greffe sur la table. Dossier public. Maggie l'avait obtenu du greffier du tribunal. Si cette requête aboutissait, mon père deviendrait mon tuteur légal. Il contrôlerait mes finances. J'ai regardé Gérald directement. Il pourrait vendre ma maison, la maison qu'il ne possède pas, pour payer les dettes qu'il a contractées à mon nom. Le visage de Gérald était passé du rouge au gris. Il a agrippé le dossier de sa chaise. Tu déformes tout. J'essayais de te protéger. Tu essayais de te protéger toi-même. Patricia s'est levée à moitié, un mouchoir pressé contre son visage. Donna, s'il te plaît, pas ici. C'est toi qui as choisi ici, maman. Papa a invité 25 personnes, alors laisse-les entendre. Je me suis tourné vers Danielle. Elle n'avait pas bougé. Ses bras étaient croisés si fort que ses articulations étaient blanches. Et ma sœur a signé cette requête en tant que témoin, déclarant sous serment que j'étais mentalement inapte. J'ai brandi la page pour que la pièce puisse voir sa signature. Dis-leur, Danny. Dis-leur combien papa t'a promis de la vente. La bouche de Danielle a bougé, mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé Gérald. Il n'a pas regardé en retour. Elle a regardé le sol. À ma droite, une chaise a raclé le linoléum. Ted Buckley, l'homme qui avait dit que j'avais besoin de quelqu'un pour veiller sur moi il y a 5 minutes, a ramassé sa chaise pliante, l'a déplacée 3 rangées plus loin et s'est assis sans un mot. Le silence qui a suivi était le son le plus fort que j'ai jamais entendu dans cette pièce. Le pasteur Tom Avery s'est levé de sa chaise. C'était un homme grand, mince, avec des lunettes de lecture qu'il n'arrêtait pas de remonter sur l'arête de son nez. Il dirigeait cette congrégation depuis 19 ans. Il avait marié des couples, enterré leurs parents et s'était assis avec des familles à travers toutes sortes de deuils. Les gens lui faisaient confiance. Gérald avait compté là-dessus. Gérald. La voix d'Avery était calme, mais elle portait tout le poids de la pièce. J'ai accepté d'être ici aujourd'hui parce que tu m'as dit que Donna était en crise. Tu m'as dit qu'elle était un danger pour elle-même. Gérald a commencé, elle l'est. Je regarde une femme qui a apporté des documents. Avery a continué comme si Gérald n'avait pas parlé. Qui a parlé calmement, qui n'a pas élevé la voix une seule fois. Il s'est tourné pour faire face à Gérald complètement. Et je regarde un père qui a volé l'identité de sa fille et celle de sa petite-fille. Il s'est adressé à la pièce. Je pense que nous devons tous des excuses à Donna pour être ici sous de faux prétextes. Glenda Morrison a pris la parole ensuite. Sa voix était épaisse. Gérald Paxton, je te connais depuis 30 ans. Honte à toi. Karen Dietrich a éloigné sa chaise de 15 cm de celle de Patricia. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Patricia pleurait maintenant. Pas le genre répété, le vrai genre, celui qui vient quand le public devant lequel vous avez passé toute votre vie à jouer voit enfin les coulisses. La voix de Gérald a craqué pour la première fois. Tu ne comprends pas. J'allais rembourser. J'avais un plan. Ton plan était de vendre ma maison, ai-je dit. Il ne lui restait rien. Il se tenait là, 61 ans, dans sa chemise du dimanche repassée dans une église où tout le monde l'appelait par son prénom depuis 3 décennies, et il n'avait rien. Mais je n'avais pas fini, car il y avait une chose de plus que je ne leur avais pas encore dite. Une chose de plus. J'ai tendu la main dans mon sac. Depuis ce matin, ma maison est mise en vente. La pièce a bruissé. Quelqu'un au fond a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu saisir.
La tête de Gérald s'est relevée brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Nous y vivons. Vous vivez dans ma maison sans bail, sans payer de loyer. J'ai sorti 3 enveloppes blanches du dossier et je les ai posées sur la table. Une devant Gérald, une devant Patricia, une devant la chaise vide de Daniel. Elle s'était raidie, mais n'était pas partie. Mon avocat a préparé un préavis écrit de 30 jours pour vous 3. C'est plus que ce que la loi exige. Gérald a regardé l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Où sommes-nous censés aller? J'ai laissé cette question flotter dans l'air un instant. Je voulais que chaque personne dans cette pièce l'entende. C'est la première fois en 12 ans que vous devez répondre à cette question. J'y réponds pour vous depuis toute ma vie d'adulte. Patricia a agrippé le bras de Gérald. Donna, tu ne peux pas jeter tes parents à la rue. Je ne vous jette pas. Je vous donne un préavis de 30 jours par écrit. J'ai gardé ma voix stable, ce qui est plus de courtoisie que ce que vous m'avez accordé quand vous avez essayé de me faire déclarer incompétente. Daniel s'est levé, a attrapé son sac à main, sa chaise a basculé vers l'arrière et a claqué contre le linoléum. Elle s'est dirigée vers la porte et a dit, juste assez fort pour que le premier rang puisse entendre, c'est de la folie. La porte s'est refermée derrière elle. Personne ne l'a suivie. J'ai regardé Gérald. Il tenait toujours l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement. Patricia était pressée contre son épaule, des larmes faisaient couler son mascara sur ses joues. J'ai fermé mon dossier. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais comme une femme qui venait de terminer la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, debout dans une église où elle avait été baptisée. Je me suis tourné vers le pasteur Avery. Merci pour votre temps, pasteur. Il a rencontré mes yeux. Il n'y avait aucune pitié sur son visage, juste du respect et quelque chose qui ressemblait à de la tristesse pour ce qui nous avait amenés ici. Donna, si Lily ou vous avez besoin de quoi que ce soit, cette église est là pour vous. J'ai hoché la tête. J'ai regardé Lily. Elle avait fini sa page de coloriage. Une maison violette, un soleil jaune, des fleurs vertes. Elle l'a brandi pour me montrer, inconsciente de tout ce qui venait de se passer au-dessus de sa tête. Prête, chérie? Je peux prendre les crayons. Tu peux prendre les crayons. J'ai pris sa main et j'ai marché vers la porte. Glenda Morrison se tenait près de la sortie. Elle a tendu la main et a pris ma main libre dans les deux siennes. Ses doigts étaient fins et chauds. Ta grand-mère Hélène serait fière de toi, ma chérie. Ma gorge s'est serrée. C'était la première fois de toute la journée. Merci, Madame Morrison. Dehors, le soleil d'octobre était bas et doré. Le gravier crissait sous nos chaussures. Lily sautillait vers la voiture, le livre de coloriage sous le bras. Maman, pourquoi grand-père était-il contrarié? J'ai déverrouillé la voiture et ouvert sa portière. Parce que les choses vont être différentes maintenant, bébé, mais différent peut être bien. Elle a considéré cela avec le sérieux que seule une enfant de 7 ans peut gérer. Puis elle est montée et s'est attachée. Je me suis assise sur le siège conducteur, j'ai démarré le moteur, je suis sortie du parking. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée, mais c'était un genre de fatigue différent, celui qui vient après avoir enfin posé quelque chose que vous portez depuis trop longtemps. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Donna, c'est Ted Buckley. Je te dois des excuses. Je n'en avais aucune idée. Si tu as besoin d'une référence pour quoi que ce soit, travail, logement, appelle-moi. J'ai posé le téléphone et j'ai conduit. Je veux faire une pause encore juste un instant parce que je sais que cette partie de l'histoire frappe différemment selon l'endroit où vous vous trouvez. Si vous avez déjà eu à remettre un avis d'expulsion à votre propre parent ou même juste imaginer ce que cela ferait, vous connaissez le poids de cela. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas prévu de discours dramatique. J'ai juste arrêté d'absorber ce qui n'a jamais été à moi de porter. Voici ce que je veux savoir de votre part. Pensez-vous que 30 jours étaient trop généreux pour des gens qui ont essayé de me faire déclarer incompétente? Ou aurais-je dû leur donner plus de temps? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après ce dimanche. La semaine suivant la réunion à l'église, les choses sont allées vite, mais par les voies officielles, pas dans le chaos. Maggie a appelé jeudi. Le juge avait examiné sa motion pour rejeter la requête en tutelle.
Il avait vu le rapport de vol d'identité, les numéros de dossier de la FTC, la lettre médicale du docteur ROR confirmant ma pleine capacité cognitive et juridique, et le motif financier documenté que Gérald avait pour chercher le contrôle de mes actifs. La requête a été rejetée sans audience. Le juge a ajouté une note au dossier, le requérant semble avoir un conflit d'intérêts significatif. Cette même semaine, l'agent Harris du service de police de Ridgemont a appelé pour confirmer que l'enquête était active. Gérald avait été convoqué pour un interrogatoire formel au commissariat. Il a engagé un avocat, le même avocat au rabais du comté voisin qui l'avait aidé à déposer les papiers de la tutelle. Cet avocat, après avoir examiné les preuves que Maggie avait compilées, s'est retiré de l'affaire dans les 48 heures. Les comptes de crédit frauduleux sous mon nom ont été gelés par les 3 agences. Le processus de contestation prendrait 2 à 3 mois, mais Russell Briggs à First Union a confirmé que je ne serais pas tenu responsable des 47 000 $. Le compte ouvert au nom de Lily a été fermé immédiatement. Son dossier de crédit a été nettoyé. Gérald m'a appelé un mercredi soir. Sa voix était différente. Dépouillé de l'autorité, de la posture, du calme pratiqué. Il ressemblait à un homme debout au bord de quelque chose dont il ne pouvait pas se sortir en parlant. « Donna, s'il te plaît. Je vais aller en prison. Je suis ton père. » J'étais debout dans la cuisine à laver l'assiette de Lily. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille et j'ai regardé les bulles de savon glisser de la céramique. « Tu aurais dû y penser avant de voler ta petite fille. » J'ai raccroché. J'ai fini la vaisselle. J'ai séché mes mains. Et je n'ai ressenti rien qui nécessitait le pardon. Les retombées sociales dans une petite ville n'arrivent pas toutes en même temps. Elles s'infiltrent comme de l'eau trouvant des fissures dans une fondation. Patricia a essayé d'assister au groupe de prière du mercredi la semaine suivante. Glenda Morrison m'en a parlé plus tard, doucement, comme si elle rapportait la météo. Ta mère est entrée et s'est assise. Personne n'a bougé, mais personne ne s'est assis à côté d'elle non plus. Elle est partie avant la prière d'ouverture. Ce n'était pas de la cruauté. C'était quelque chose de plus calme et de pire, le silence des gens qui ne savaient pas quoi dire à une femme qui avait vu son mari voler l'identité de sa fille et avait choisi de regarder ailleurs. Daniel a supprimé le poste de la reine du drame, mais des captures d'écran avaient déjà circulé dans le réseau de Ridgemont. Chaîne de SMS, messages de groupe, la machinerie silencieuse d'une communauté traitant un scandale. Une collègue au dépanneur où Daniel travaillait à temps partiel lui a demandé directement « Alors, ton père a vraiment ouvert des cartes au nom de ta nièce ?» Daniel a donné son préavis ce vendredi-là. Patricia m'a appelé une fois. J'ai répondu parce que je pensais que cela pourrait concerner la logistique, le déménagement. « Tu as détruit cette famille », a-t-elle dit. Je pliais le linge de Lily. Petit t-shirt, petite chaussette. Non, maman. Tu as regardé cela arriver, et tu as choisi le mauvais camp. Elle a raccroché. Gérald et Patricia ont déménagé du 412 Maple Lane au 24e jour, 6 jours avant la date limite. Ils ont loué une caravane à Milford, la ville voisine. Je ne les ai pas vus partir. J'étais au travail. Daniel avait déménagé après une semaine, est allé séjourner chez une amie à Columbus. J'ai parcouru la maison vide ce soir-là. 12 ans de vie, trop de clous dans les murs, marque de tapis là où les meubles avaient été. La cuisine sentait le café de Patricia. L'empreinte du fauteuil était encore dans le tapis du salon. Je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais plus légère. Il y a une différence. La maison s'est vendue en 6 semaines. Un jeune couple de Dayton, premiers acheteurs, enthousiastes à propos du Porsche dans le jardin. Ils ont offert 178 et j'ai accepté. Après les frais de clôture, la commission de l'agent immobilier et les honoraires d'avocat de Maggie, je suis parti avec un peu moins de 150 000 $. Pas une fortune, mais plus que je n'en avais jamais eu en un seul endroit. Je l'ai utilisé prudemment. Premièrement, j'ai remboursé mes factures d'hôpital en totalité. Deuxièmement, j'ai versé un dépôt pour un appartement de 2 chambres à Grove City, près du bureau de Maggie, près d'une bonne école primaire pour Lily, à 30 minutes de Ridgemont, mais assez loin pour que l'air semble différent. Troisièmement, j'ai ouvert un compte d'épargne études 529 au nom de Lily. Réel cette fois, à son nom, pour son avenir, avec seulement ma signature dessus. Lily a commencé dans la nouvelle école un lundi.
Elle portait son sac à dos violet et tenait ma main à travers le parking. Cet après-midi-là, elle est rentrée à la maison et a regardé autour de l'appartement. Petite cuisine, hall étroit, sa chambre à peine assez grande pour le lit et une étagère. Cet appartement est plus petit, maman. Je sais, mais il est à nous. Vraiment? Elle a réfléchi à cela pendant une seconde. Puis elle est allée dans sa chambre et a commencé à coller ses dessins au mur. J'ai été transféré à l'équipe de jour dans un hôpital de Grove City. Le salaire était légèrement inférieur, mais je dormais toutes les nuits. Je dînais avec ma fille. Je regardais le soleil se coucher depuis une fenêtre qui n'appartenait à personne d'autre que moi. Une semaine après notre déménagement, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une carte cadeau Target de $50 et un mot manuscrit sur du papier à lettres bleu pâle. Hélène m'a dit une fois, cette fille saura quand il sera temps de se lever. Elle avait raison. Glenda. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mis dans le tiroir à côté de mon lit, où je garde les choses qui comptent. 3 mois plus tard, le monde semblait différent de l'intérieur. Gérald a accepté une négociation de peine. Le procureur l'a inculpé d'un chef d'accusation de vol d'identité, un crime selon la loi de l'Ohio, compte tenu du montant et du fait qu'une victime était mineure. Son avocat a négocié à la baisse, 2 ans de probation, conseil financier obligatoire, restitution complète. Bien qu'avec le revenu de Gérald, cela prendrait des années. Un casier judiciaire permanent. Il n'est pas allé en prison. Il avait 61 ans, première infraction, et le bureau du procureur avait de plus grandes affaires, mais le casier l'a suivi. Quand il a postulé pour un emploi de maintenance à temps partiel dans un motel à Milford, ils ont fait une vérification d'antécédents. Il ne l'a pas obtenu. Il a finalement trouvé du travail à remplir des étagères dans un magasin de fournitures agricoles à 30 km de là. Patricia est restée avec lui. Je n'étais pas surprise. Elle avait choisi ce côté il y a longtemps. J'ai entendu par Glenda que Patricia a dit aux gens de sa nouvelle église, une autre à Milford, que j'avais fait une dépression nerveuse et que je m'étais retourné contre la famille. Certaines personnes l'ont cru, d'autres non. Cela n'avait plus d'importance pour moi. Daniel n'a jamais appelé. Je n'ai jamais appelé Daniel. Il n'y a pas eu de réconciliation en larmes, pas de scène dans un café où nous nous sommes embrassés et avons pleuré et promis de faire mieux. Parfois, c'est comme ça que ça se termine. Pas avec une porte qui claque, mais avec une porte qui reste simplement fermée. Je ne les détestais pas, aucun d'entre eux. La haine nécessite de l'énergie que je préfère dépenser ailleurs. Sur les devoirs de Lily, sur mes patients, sur le petit jardin que j'ai commencé sur le balcon de l'appartement. Tomates, cerises et basilic. Lily les arrosait chaque matin avant l'école. Je ne les porte plus. C'est la chose la plus vraie que je puisse dire. Je les ai posés et mes bras se souviennent de ce que cela fait d'être vide et libre. Je veux vous dire ce que j'ai appris, pas comme un conseil, juste comme ce qui m'est arrivé. J'ai appris que les gens qui vous traitent de dramatique sont généralement ceux qui font le plus de dégâts. Parce que s'ils peuvent vous faire douter de votre propre réaction, ils n'ont jamais à répondre de leurs actions. Chaque fois que je tombais malade, chaque fois que j'étais fatigué, chaque fois que je posais une question, dramatique. C'est un mot conçu pour vous rendre plus petite. Et j'ai passé des années à le laisser fonctionner. J'ai appris que posséder quelque chose sur papier ne signifie rien si vous ne le protégez pas. J'ai possédé cette maison pendant 12 ans et je n'ai jamais agi comme si elle était à moi. J'ai laissé les gens vivre dedans sans loyer. Je les ai laissés réorganiser les meubles. Je les ai laissés appeler cela la maison familiale. Jusqu'à ce que je le croie presque, moi aussi. La générosité sans limite n'est pas de la générosité. C'est une porte ouverte sans serrure. J'ai appris que vérifier votre rapport de crédit et celui de votre enfant n'est pas paranoïaque. Ce n'est pas dramatique. C'est être parent. Si j'avais regardé 3 ans plus tôt, j'aurais attrapé la première carte. Si j'avais regardé 6 mois plus tôt, le nom de Lily n'aurait jamais été touché. Je le vérifie chaque trimestre maintenant. Cela prend 10 minutes. Et j'ai appris que famille n'est pas un mot qui donne à quiconque le droit de vous voler, de mentir à votre sujet ou d'essayer de prendre votre liberté. Le sang n'est pas un contrat. L'amour n'est pas un bail. Et les gens qui utilisent le mot famille pour vous garder silencieux sont généralement ceux qui ont le plus à cacher.
Fixer une limite n'est pas une vengeance. C'est le premier pas vers la paix. Lily m'a demandé la semaine dernière si elle reverrait grand-père. Je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas, chérie, mais je sais que tu es en sécurité. Elle a hoché la tête, a pris son crayon et est retournée dessiner. C'était suffisant. C'est un mardi soir. L'appartement est calme. Lily est assise à la table de la cuisine, penchée sur une feuille de papier blanc avec ses crayons étalés autour d'elle comme le studio d'une minuscule artiste. Je suis à l'évier, à laver la dernière des assiettes du dîner. La fenêtre au-dessus du robinet donne sur le parking, et au-delà, une rangée d'érables commençant tout juste à changer. Maman, regarde. Je sèche mes mains et je m'approche. Elle brandit le dessin. 2 personnes debout devant une petite maison. La plus grande a les cheveux bruns et sourit. La plus petite tient la main de la plus grande. Il y a des fleurs dans la cour, rouges et violettes, et un soleil jaune dans le coin avec des rayons qui s'étendent jusqu'au bord de la page. C'est nous, maman. C'est ça. Elle retourne ajouter des détails. Un chat, apparemment. Nous n'avons pas de chat, mais dans le monde de Lily, nous en avons un, et c'est très bien. Je retourne à l'évier. L'eau coule chaude sur mes mains. Ma grand-mère Hélène avait l'habitude de dire quelque chose. Elle le disait pendant qu'elle étendait le linge ou qu'elle écossait des petits pois ou qu'elle faisait la centaine de petites choses qui maintenaient une maison ensemble. Elle disait, une maison n'est que des murs, Donna. Un foyer, c'est qui tu protèges à l'intérieur. J'ai passé 12 ans à protéger les mauvaises personnes à l'intérieur des mauvais murs. J'ai trouvé des excuses pour des gens qui ne voulaient pas me faire de place. J'appelais ça l'amour. J'appelais ça le devoir. J'appelais ça la famille. Maintenant, j'ai 2 pièces, une fille qui fait des dessins de nous et une porte que je ferme à clé chaque nuit. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que pour la première fois, ce qui est à l'intérieur est vraiment à moi. Mon père a demandé dans cette salle communautaire de l'église devant 25 personnes, qui est dramatique maintenant? Je ne lui ai pas répondu à l'époque, mais je répondrai maintenant. Personne, parce que je ne vis plus dans son histoire. Je vis dans la mienne. Merci d'être resté avec moi à travers tout cela. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé que vous avez le droit de vous protéger vous-même et les personnes qui dépendent de vous, j'apprécierais que vous cliquiez sur ce bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'adorerais vous avoir ici. Je lis chaque commentaire et je veux entendre ce que vous avez à dire. Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà franchi une ligne que vous pensiez qu'il ne franchirait jamais? Qu'avez-vous fait? Ou que regrettez-vous de ne pas avoir fait? Il y a une autre histoire qui vous attend dans la description.